Je vais vous lire et vous expliquer la fin de Tamango de Prosper Mérimée, donc le chapitre 5. Lorsque le cadavre du dernier blanc, déchiqueté et coupé par morceaux, eut été jeté à la mer, les Noirs, rassasiés de vengeance, levèrent les yeux vers les voiles du navire qui, toujours enflé par un vent frais, semblaient obéir encore à leurs oppresseurs et mener les vainqueurs, malgré leur triomphe, dans la terre de l'esclavage. Rien n'est donc fait, pensèrent-ils avec tristesse, et ce grand fétiche des Blancs voudra-t-il nous ramener dans notre pays, nous qui avons versé le sang de ses maîtres? Quelques-uns dirent que Tamango saurait le faire obéir. Aussitôt, on appelle Tamango à grands cris. Donc là, on voit qu'en fait, ils se sont mutinés, ils ont tué tout l'équipage, mais aucun d'eux ne sait manœuvrer le navire. Il ne se pressait pas de se montrer. On le trouva dans la chambre de poupe, debout, une main appuyée sur le sabre sanglant du capitaine, l'autre, il l'attendait d'un air distrait à sa femme Aïché, qui la baisait à genoux devant lui. La joie d'avoir vaincu ne diminuait pas une sombre inquiétude qui se trahissait dans toute sa contenance. Moins grossier que les autres, il sentait mieux la difficulté de sa position. Il parut enfin sur le tillac, affectant un calme qu'il n'éprouvait pas. Pressé par 100 voix confuses de diriger la course du vaisseau, il s'approcha du gouvernail à pas lents, comme pour retarder un peu le moment qui allait, pour lui-même et pour les autres, décider de l'étendue de son pouvoir. Dans tout le vaisseau, il n'y avait pas un noir, si stupide qu'il fût, qui n'eût remarqué l'influence qu'une certaine roue, et la boîte placée en face, exerçaient sur les mouvements du navire. Mais dans ce mécanisme, il y avait toujours pour eux un grand mystère. Tamango examina la boussole pendant longtemps, en remuant les lèvres comme s'il lisait les caractères qu'il y voyait tracés. Puis il portait la main à son front et prenait l'attitude pensive d'un homme qui fait un calcul de tête. Tous les Noirs l'entouraient, la bouche béante, les yeux démesurément ouverts, suivant avec anxiété le moindre de ses gestes. Enfin, avec ce mélange de crainte et de confiance que l'ignorance donne, il imprima un violent mouvement à la roue du gouvernail. Comme un généreux coursier qui se cabre sous l'éperon d'un cavalier imprudent, le beau brick l'Espérance bondit sur la vague à cette manœuvre inouïe. On eût dit qu'indigné, il voulait s'engloutir avec son pilote ignorant. Le rapport nécessaire entre la direction des voiles et celle du gouvernail étant brusquement rompu, le vaisseau s'inclina avec tant de violence qu'on eût dit qu'il allait s'abîmer, c'est-à-dire le bateau se couche comme s'il allait couler. Ces longues vergues plongèrent dans la mer. Plusieurs hommes furent renversés, quelques-uns tombèrent par-dessus le bord, bientôt le vaisseau se releva fièrement contre la lame, comme pour lutter encore une fois avec la destruction. Le vent redoubla d'efforts, et tout d'un coup, avec un bruit horrible, tombèrent les deux mâts, cassés à quelques pieds du pont, couvrant le tillac de débris et comme d'un lourd filet de cordage. Donc en fait, ils font une fausse manœuvre. Le bateau se couche au point de mettre les mâts dans l'eau, les voiles se remplissent d'eau et donc au moment où le bateau se relève, il démate. Donc là, ils sont sur un navire sans mât, sans aucun moyen de le diriger. Les nègres épouvantés fuyaient sous les écoutilles en poussant des cris de terreur. Mais comme le vent ne trouvait plus de prise, le vaisseau se releva et se laissa doucement balloter par les flots. Alors les plus hardis des Noirs remontèrent sur le tillac et le débarrassèrent des débris qui l'obstruaient. Tamango restait immobile, le coude appuyé sur l'habitacle et se cachant le visage sur son bras replié. Haché était auprès de lui, mais n'osait lui adresser la parole. Peu à peu, les Noirs s'approchèrent. Un murmure s'éleva qui bientôt se changea en un orage de reproches et d'injures. Perfide, imposteur, s'écriait-il. C'est toi qui as causé tous nos maux. C'est toi qui nous as vendus aux Blancs. C'est toi qui nous as contraints de nous révolter contre eux. Tu nous avais vanté ton savoir. Tu nous avais promis de nous ramener dans notre pays. Nous t'avons cru, insensés que nous étions. Et voilà que nous avons manqué de périr tous parce que tu as offensé le fétiche des Blancs. Donc là, on voit que, en fait, les esclaves n'ont pas du tout compris comment fonctionne un bateau et ils croient que le bateau fonctionne tout seul. Ils l'appellent le fétiche, c'est-à-dire que c'est comme si le bateau c'était un dieu en fait et qu'il fallait le révérer pour qu'il nous emmène à l'endroit où on veut. Donc on voit qu'ils n'ont vraiment rien compris à l'art de la navigation. Tamango releva fièrement la tête et les Noirs qui l'entouraient reculèrent intimidés. Il ramassa 2 fusils, fit signe à sa femme de le suivre, traversa la foule qui s'ouvrit devant lui et se dirigea vers l'avant du vaisseau. Là, il se fit comme un rempart avec des tonneaux vides et des planches. Puis il s'assit au milieu de cette espèce de retranchement d'où sortaient menaçantes les baïonnettes de ses 2 fusils.
On le laissa tranquille. Parmi les révoltés, les uns pleuraient, d'autres, levant les mains au ciel, invoquaient leurs fétiches et ceux des Blancs. Ceux-ci, à genoux devant la boussole, dont ils admiraient le mouvement continuel, la suppliaient de les ramener dans leur pays. Ceux-là se couchaient sur le tillac dans un morne abattement. Au milieu de ces désespérés, qu'on se représente des femmes et des enfants hurlant d'effroi, et une vingtaine de blessés implorant des secours que personne ne pensait à leur donner. Tout à coup, un nègre paraît sur le tillac. Son visage est radieux. Il annonce qu'il vient de découvrir l'endroit où les Blancs gardent leur eau-de-vie. Sa joie et sa contenance prouvent assez qu'il vient d'en faire l'essai. Cette nouvelle suspend un instant les cris de ces malheureux. Ils courent à la cambuse et se gorgent de liqueur. Une heure après, on les eut vus sauter et rire sur le pont, se livrant à toutes les extravagances de livraires la plus brutale. Leurs danses et leurs chants étaient accompagnés des gémissements et des sanglots des blessés. Ainsi se passa le reste du jour et toute la nuit. Donc au lieu d'essayer de manœuvrer le bateau, d'aller quelque part, de sauver les blessés, de rassurer les femmes et les enfants effrayés, les hommes, enfin libérés, ne pensent qu'à boire l'eau de vie en fait, et ils croient que ça va bien se passer. Le matin, au réveil, nouveau désespoir. Pendant la nuit, un grand nombre de blessés étaient morts. Le vaisseau flottait entouré de cadavres. La mer était grosse et le ciel brumeux. On tint conseil. Quelques apprentis dans l'art magique, qui n'avaient point osé parler de leur savoir-faire devant Tamango, offrirent tour à tour leurs services. On essaya plusieurs conjurations puissantes. À chaque tentative inutile, le découragement augmentait. Donc, au lieu de trouver une solution pour faire avancer le bateau, ils sont en train de faire des invocations magiques et ils espèrent que la magie les sauvera. Enfin, on reparla de Tamango, qui n'était pas encore sorti de son retranchement. Après tout, c'était le plus savant d'entre eux, et lui seul pouvait les tirer de la situation horrible où il les avait placés. Un vieillard s'approcha de lui, porteur de propositions de paix. Il le pria de venir donner son avis, mais Tamango, inflexible comme Coriolan, fut sourd à ses prières. La nuit, au milieu du désordre, il avait fait sa provision de biscuits et de chair salée. Il paraissait déterminé à vivre seul dans sa retraite. L'eau de vie restait. Au moins, elle fait oublier et la mer et l'esclavage, et la mort prochaine. On dort, on rêve de l'Afrique, on voit des forêts de gommiers, des cases couvertes en paille, des baobabs dont l'ombre couvre tout un village. L'orgie de la veille recommença. De la sorte se passèrent plusieurs jours. Crier, pleurer, s'arracher les cheveux, puis s'enivrer et dormir, telle était leur vie. Plusieurs moururent à force de boire. Quelques-uns se jetèrent à la mer, ou se poignardèrent. Un matin, Tamango sortit de son fort et s'avança jusqu'auprès du tronçon du grand mât. « Esclave, dit-il, l'esprit m'est apparu en songe et m'a révélé les moyens de vous tirer d'ici pour vous ramener dans votre pays. Votre ingratitude mériterait que je vous abandonnasse. Mais j'ai pitié de ces femmes et de ces enfants qui crient. Je vous pardonne. Écoutez-moi. » Tous les Noirs baissèrent la tête avec respect et se serrèrent autour de lui. Les Blancs, poursuivit Tamango, connaissent seuls les paroles puissantes qui font remuer ces grandes maisons de bois. Mais nous pouvons diriger à notre gré ces barques légères qui ressemblent à celles de notre pays. Il montrait la chaloupe et les autres embarcations du brick. Remplissons-les de vivres, montons dedans et ramons dans la direction du vent. Mon maître et le vôtre le fera souffler vers notre pays. On le crut. Jamais projet ne fut plus insensé. Donc ils sont au milieu de l'océan et ils décident de quitter le navire pour descendre dans les chaloupes, donc des petites barques, et ils espèrent que le vent va les pousser dans la bonne direction. Ignorant l'usage de la boussole et sous un ciel inconnu, ils ne pouvaient qu'errer à l'aventure. Donc ce sont des naufragés volontaires en fait. D'après ses idées, il s'imaginait qu'en ramant tout droit devant lui, il trouverait à la fin quelque terre habitée par les Noirs, car les Noirs possèdent la terre, et les Blancs vivent sur leurs vaisseaux. C'est ce qu'il avait entendu dire à sa mère. Tout fut bientôt prêt pour l'embarquement, mais la chaloupe, avec un canot seulement, se trouva en état de servir. C'était trop peu pour contenir environ 80 nègres encore vivants. Il fallut abandonner tous les blessés et les malades. La plupart demandèrent qu'on les tuât avant de se séparer d'eux. Les deux embarcations, mises à flot avec des peines infinies et chargées outre mesure, quittèrent le vaisseau par une mer clapoteuse qui menaçait à chaque instant de les engloutir. Le canot s'éloigna le premier. Tamango avec Aïché avait pris place dans la chaloupe qui, beaucoup plus lourde et plus chargée, demeurait considérablement en arrière. On entendait encore les cris plaintifs de quelques malheureux abandonnés à bord du brick, quand une vague assez forte prit la chaloupe en travers et l'emplit d'eau. En moins d'une minute, elle coula.
Le canot vit leur désastre, et ses rameurs doublèrent d'efforts de peur d'avoir à recueillir quelques naufragés. Presque tous ceux qui montaient la chaloupe furent noyés. Une douzaine seulement put regagner le vaisseau. De ce nombre étaient Tamango et Aïché. Quand le soleil se coucha, ils virent disparaître le canot derrière l'horizon, mais ce qu'il advint, on l'ignore. Pourquoi fatiguerais-je le lecteur par la description dégoûtante des tortures de la faim? 20 personnes environ sur un espace étroit, tantôt ballottées par une mer orageuse, tantôt brûlées par un soleil ardent, se disputent tous les jours les faibles restes de leurs provisions. Chaque morceau de biscuit coûte un combat, et le faible meurt non parce que le fort le tue, mais parce qu'il le laisse mourir. Au bout de quelques jours, il ne resta plus de vivants à bord du brick l'Espérance que Tamango et Aïché. Une nuit, la mer était agitée, le vent soufflait avec violence, et l'obscurité était si grande que de la poupe, on ne pouvait voir la proue du navire. Aïché était couché sur un matelas dans la chambre du capitaine, et Tamango était assis à ses pieds. Tous les deux gardaient le silence depuis longtemps. Tamango, s'écria enfin Aïché, tout ce que tu souffres, tu le souffres à cause de moi. Je ne souffre pas, répondit-il brusquement. Et il jeta sur le matelas, à côté de sa femme, la moitié d'un biscuit qui lui restait. Garde-le pour toi, dit-elle, en repoussant doucement le biscuit. Je n'ai plus faim. D'ailleurs, pourquoi manger? Mon heure n'est-elle pas venue? Tamango se leva sans répondre, monta en chancelant sur le tillac et s'assit au pied d'un mât rompu. La tête penchée sur sa poitrine, il sifflait l'air de sa famille. Tout à coup, un grand cri se fit entendre au-dessus du bruit du vent et de la mer. Une lumière parut. Il entendit d'autres cris, et un gros vaisseau noir glissa rapidement auprès du sien, si près que les vergues passèrent au-dessus de sa tête. Il ne vit que 2 figures éclairées par une lanterne suspendue à un mât. Ces gens poussèrent encore un cri, et aussitôt leur navire, emporté par le vent, disparut dans l'obscurité. Sans doute les hommes de garde avaient aperçu le vaisseau naufragé, mais le gros temps les empêchait de virer de bord. Un instant après, Tamango vit la flamme d'un canon et entendit le bruit de l'explosion. Puis il vit la flamme d'un autre canon, mais il n'entendit aucun bruit. Puis il ne vit plus rien. Le lendemain, pas une voile ne paraissait à l'horizon. Tamango se recoucha sur son matelas et ferma les yeux. Sa femme Aïché était morte cette nuit-là. Je ne sais combien de temps après, une frégate anglaise, la Bellone, aperçut un bâtiment dématé, en apparence abandonné de son équipage. Une chaloupe l'ayant abordé y trouva une négresse morte et un nègre si décharné et si maigre qu'il ressemblait à une momie. Il était sans connaissance, mais avait encore un souffle de vie. Le chirurgien s'en empara, lui donna des soins, et quand la Bellone aborda à Kingston, Tamango était en parfaite santé. On lui demanda son histoire. Il dit ce qu'il en savait. Les planteurs de l'île voulaient qu'on le pendît comme un nègre rebelle, mais le gouverneur, qui était un homme humain, s'intéressa à lui, trouvant son cas justifiable, puisqu'après tout, il n'avait fait qu'user du droit légitime de défense. Et puis, ceux qui l'avaient tué n'étaient que des Français. On le traita comme on traite les nègres pris à bord d'un vaisseau négrier, que l'on confisque. On lui donna la liberté, c'est-à-dire qu'on le fit travailler pour le gouvernement. Mais il avait 6 sous par jour et de la nourriture. C'était un fort bel homme. Le colonel du 75e le vit et le prit pour en faire un cymbalier dans la musique de son régiment. Il apprit un peu d'anglais, mais il ne parlait guère. En revanche, il buvait avec excès du rhum et du tafia. Il mourut à l'hôpital d'une inflammation de poitrine. 1829. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.